Bon, là, le télétravail au Moyen-Âge, c'est complètement anachronique, Robinson. Mais c'est quoi le télétravail? C'est la possibilité de travailler depuis chez soi grâce à une invention technologique qui est Internet. Et ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de regarder si une invention technologique quelconque a permis à certains, ou plutôt à certaines, parce que nous sommes dans la série sur les femmes, de travailler depuis chez soi et les conséquences que ça a eu. Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. La femme au foyer au Moyen-Âge relève d'une incompréhension de la réalité de l'époque, mais je ferai une vidéo qui aborde le sujet. Les femmes au Moyen-Âge travaillent, quelle que soit leur catégorie sociale. Comment ça? Elles ne sont pas responsables du foyer? Si, mais pas au sens où nous l'entendons. Oui, le mariage constitue avant tout une réalité économique et biologique. Leur rôle est de s'occuper du foyer et de faire des enfants. Mais s'occuper du foyer, c'est en fait gérer les dépenses. À l'origine, la femme était propriétaire de ses biens. Ainsi, Goldwit, maltraitée par son mari, Chipelric, obtient la permission de rentrer chez elle, et elle rentre chez elle avec ses biens, les biens qu'elle avait apportés, argent, terre, tout ce que l'on veut. Par ailleurs, si l'on s'intéresse à la noblesse, certes, les femmes restent sur leur terre pendant que les hommes partent à la guerre, mais du coup, elles doivent entendre de toutes choses, car en leur absence, elles doivent administrer le domaine, vérifier les comptes, maîtriser les poids et les mesures, gérer les différentes monnaies. Une aristocrate doit avoir un esprit vif, surtout que ces terres peuvent se situer dans différentes provinces, c'est-à-dire avec différentes réglementations. Quant aux couches les plus basses, les femmes participent à l'économie du foyer en vendant des produits transformés, tels que du fromage, du beurre, des paniers en osier ou des produits textiles. Et d'ailleurs, le métier de fileuse est vraiment le métier des plus pauvres. Et pour vous donner un exemple, nous retrouvons dans les archives l'histoire de cette fileuse qui a épousé un vaurien. Elle se plaint que ce dernier dépense tout l'argent du foyer en bière. Et oui, le chômage existe aussi à l'époque. Pendant que elle se décolle les ongles à filer du matin au soir. Et c'est dans cette couche de la société que va apparaître une révolution technologique. Mais attends, c'est une énorme différence par rapport à aujourd'hui où ce sont les cadres qui peuvent télétravailler. C'est exact. Alors, le commerce du tissu au Moyen-Âge demande énormément de main-d'œuvre. Les femmes ne passent pas leur journée à filer pour leur usage domestique. Par ailleurs, ce n'était pas un travail domestique, en fait, pendant longtemps. La paysanne se déplaçait de propriété en propriété avec sa quenouille sous le bras. D'abord, elle triait le lin ou le chanvre afin de briser l'écorce pour l'en séparer de la fibre. Elle la battait, la peignait et au final la filait, c'est-à-dire la tordre à la force des bras grâce à un fuseau et une quenouille. C'était un travail exténuant. Quand soudain est inventé le rouet, une invention qui va accélérer le travail et le faciliter. Sauf que son usage va être interdit. Pardon? Pourquoi? Par peur de la technologie? Non, pas du tout. À l'époque, ils sont plutôt ouverts. Toute avancée technologique est plutôt bonne à prendre. Le Moyen-Âge est bien moins obscurantiste que ce que l'on peut l'imaginer. Non, le rouet est interdit une première fois en 1290 par énormément de seigneurs, par peur des conséquences importantes que cela apporterait à la société. C'est un peu le même débat que sur le télétravail finalement. Et la question de la qualité du fil produit, même si elle est mise en avant, reste très secondaire. Par ailleurs, elle est contrebalancée par le gain de productivité phénoménal. Non, ce qui inquiète les seigneurs, c'est que les femmes vont devoir rester au foyer, avec des conséquences sociologiques qui les dépassent. Tu plaisantes? Non. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'au XIVe siècle que cette invention, sans doute italienne, va se démocratiser. Et elle aura pour conséquence une perte de liberté pour les femmes. Cette invention va les reléguer au foyer, effectivement, et permettra de se développer une rhétorique misogyne. Les femmes qui utilisent encore la quenouille et courent les champs seront mal vues, suspectées de préférer les commérages entre copines à la rentabilité. La paresse, vue comme un défaut masculin, devient un défaut féminin. L'oisiveté amène le vice, le travail, la vertu, et désormais la vertu se trouve cloîtrée dans le foyer. Des personnes connues comme Christine de Pisan. Ah, ta fausse féministe préférée? Exact. Elle recommande aux femmes de bonne famille de ne pas hésiter à acheter du lin à bon marché et à le faire filer aux pauvres femmes
pour leur garantir, par le travail, une bonne vertu. Et ce n'est pas que les femmes des basses couches qui vont perdre, mais toutes les femmes. À la fin du Moyen-Âge, les maris assurent la gestion des biens. Au XVe siècle, les métiers de peigneuse ou de fileuse, qui étaient jusque-là des métiers féminins, se font désormais sous le contrôle d'un homme. Même les tricoteuses, dont d'ailleurs la technique n'a pas changé depuis le XIVe siècle, est supervisée par un homme. Et celles qui doivent continuer à sortir pour exercer leur métier sont mal vues. Christine de Pisan, encore elle, juge que la dignité d'une femme se fait à l'aune de ses sorties hors du foyer. Celles qui sont tous les jours dans les rues pour travailler n'ont, à ses yeux, aucune vertu. On suspecte ces femmes de se prostituer. Ce fut encore plus cruel pour les femmes de la noblesse, enfermées et privées de toute activité. On leur reproche par ailleurs leur oisiveté. Donc, attends, le télétravail au Moyen-Âge aurait eu pour impact la privation des libertés pour les femmes? Je l'avais pas vu venir, celle-là. Eh ben oui, mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que l'on ne le voit pas venir aujourd'hui. On accuse les premières féministes d'être de bourgeoises blanches qui promeut la libération par le travail. Mais le diagnostic de ces femmes est-il hors des réalités? En effet, à leur époque, travailler veut dire sortir du foyer. Et n'est-ce pas parce que nous sommes sortis des foyers que nous avons pu obtenir des droits? Lorsque Vera Nikolsky, dans Féminicène, page 15, écrit « Voici le paradoxe dont je partirai. Le féminisme actuel est une rupture avec toutes les interrogations quant aux conditions matérielles de l'asservissement comme de la libération des femmes. Ce contretemps est de plus en plus regrettable. Il risque de prendre les allures d'une tragédie. » Elle a raison. Mais le progrès technologique ou médical n'est pas systématiquement synonyme de progrès pour les femmes. J'ai comme l'impression que tu vas nous parler des avancées médicales concernant la GPA. J'aurais pu, mais je vais rester sur le télétravail et vous livrer la vision qu'en a un mouvement qui pense que la place des femmes est au foyer. Florence Bergeau-Blacker, dans son livre « Le frérisme et ses réseaux », rapporte, page 243, la publicité que fait une société frériste qui promeut le télétravail. Et que vend-il? Les avantages à faire un business sur Internet lorsqu'on est une sœur. Et dans le détail, ils nous disent qu'aujourd'hui, la femme musulmane est une femme active qui honore ses obligations de femme et de mère au sein de son foyer, mais qui souhaite également s'épanouir dans une vie professionnelle. Grâce au télétravail, elles peuvent travailler depuis chez elles et ainsi concilier la vie de famille et le travail. Car oui, faut-il le rappeler, rares sont les mouvements musulmans qui promeuvent la libération de la femme. Et pour conclure, j'aimerais citer ces deux passages du livre de Vera Nikolsky. Page 273. L'avenir qui nous menace n'est pas celui des femmes dominatrices qui imposent aux hommes un nouveau totalitarisme, mais celui des femmes perdant leur position de quasi-égalité avec les hommes, sans comprendre pourquoi et comment cela a pu arriver. Et page 323-324. Le reste relève du rêve. Répétons-le une dernière fois. Ni les plus progressistes des croyances, ni les plus répandus des droits ne protégeront les femmes dans le monde de demain si les conditions qui les rendent possibles en viennent à disparaître. Cela ne veut pas dire que tous les combats féministes sont devenus inutiles, mais que certaines théorisations ont bien dépassé les bornes de la logique, comme celle des faits.